Merci beaucoup. Merci à l'Institut Schiller pour cette invitation, pour avoir organisé une fois encore une conférence très intéressante. Et les discours sont passionnants. Community around the world. De penser. Aujourd'hui, je voudrais aborder l'avenir de l'Europe, parce qu'il est évident qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien sur ce continent. Il est évident que ce qui arrive, pas seulement au niveau politique, mais regardez le débat en Allemagne sur l'avenir du gouvernement, c'est la preuve même que quelque chose ne marche pas, mais également la situation que nous confrontons au niveau économique, micro et macroéconomique, et le fait que l'Union européenne n'est pas capable d'adresser ce problème et de relever les trois défis qui sont devant des citoyens européens. Premier défi, la crise économique et financière qui perdure dans nos pays. Deuxième, la sécurité intérieure de nos pays et les problèmes reliés au terrorisme et à la sécurité. Le troisième, le défi, comment est-ce qu'on doit gérer, traiter les flux de migration qui affectent beaucoup de pays, évidemment surtout l'Italie, de par sa position géographique en tant que pont avec la Méditerranée et l'Afrique. Nous sommes au cœur de ce problème. Il est assez clair que nous devons faire face à la rhétorique de Bruxelles qui dit qu'il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne, que l'Union européenne est la seule structure capable de relever le défi. On doit faire face donc à cette rhétorique, cette idée d'un État supranational, alors que cette structure s'est montrée incapable de créer des conditions meilleures pour les peuples européens, pour l'instant, et ne peut pas accomplir les rêves ou les annonces à la fin de la guerre froide. Tout ce qu'on nous a énoncé, on ne l'a pas vu. Le moment est donc venu aujourd'hui d'une nouvelle classe politique européenne de réfléchir à ce que pourrait être un vrai projet pour l'Europe, capable de remplacer ou d'être une alternative au cadre actuel. Personnellement, en tant que député européen, en tant que représentant du peuple italien dans le Parlement européen, j'essaye de mettre en cause cette rhétorique du TINA, there is no alternative. Il y a une alternative, c'est à nous de le définir. Permettez-moi de clarifier plusieurs choses. Les élites européennes essayent d'utiliser l'Union européenne ou le terme de l'Union européenne. On veut toujours prétendre que c'est la même chose, que l'Europe et l'Union européenne, c'est la même chose. De mon point de vue, l'Europe et l'Union européenne, c'est deux concepts très radicalement différents. L'Europe est un concept historique et géographique qui comprend plusieurs pays. L'Union européenne, c'est une infrastructure politique, c'est un cadre politique qui a été fondé en 1957 par le traité de Rome et qui donc n'est pas si vieille dans l'histoire de l'humanité. L'Union européenne, c'est
Ça ne comprend que 28 pays donc, de l'Europe. C'est une grosse partie, bien sûr, mais ce n'est pas la totalité des pays et des peuples européens. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'Union européenne n'échoue pas seulement à résoudre les problèmes des gens, mais le cadre politique de l'Union européenne souligne les règles et les procédures que l'Union européenne a élaborées depuis 20 ans créent aujourd'hui des divergences, des situations d'asymétrie, pas seulement entre les pays, entre les pays membres de la zone euro et membres de l'Union européenne, mais y compris entre peuples du même pays. Et on en a des exemples. Les peuples, les gens, la majorité des peuples subissent les effets négatifs des règles de l'Union européenne, alors que les élites renforcent leur capacité de forger des législations pour protéger leurs intérêts. Ça crée des différences, pas seulement dans ce qu'on appelle les PIGS, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, mais aussi dans la vieille Europe, comme en Allemagne, les Pays-Bas ou les pays scandinaves. La situation politique de ces pays, c'est la preuve même de cette situation. Les Allemands, dans la dernière élection, ont décidé de larguer les grands partis, les démocrates chrétiens et les socialistes, les sociodémocrates, et de porter leur vote vers des partis dites populistes, aussi bien à gauche qu'à droite. Donc le fort soutien que l'Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, mais aussi les libéraux du FDP ont pu obtenir lors de la dernière élection allemande, est également un signal que le peuple allemand a voté contre ce cadre européen, alors que l'Allemagne était le pays qui a le plus profité des règles de l'Union européenne. Donc, une partie des Allemands aussi, une partie notamment en Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, un chômage très élevé frappe l'ex-Allemagne de l'Est. Il y a des transferts financiers de l'État central vers des régions et la situation est très mauvaise et comparable à ce qui se passe dans d'autres pays membres, comme l'Italie. En Italie, nous devons faire face à beaucoup de problèmes avec le chômage de jeunes, qui est de 40% en Italie, un taux totalement inacceptable. Le chômage total se stabilise vers les 11-12%, totalement inacceptable également. Et l'indice de la Banque centrale européenne pour mieux mesurer la situation du marché du travail, ce taux en Italie, cet indicateur est le plus élevé, donc est à 30%. C'est-à-dire nous avons 30% de notre population active qui est sous tension. Et la politique de l'Union européenne et la zone euro ne font pas face à ce problème.
et ces asymétries et créent donc des tensions et des asymétries à l'intérieur des différentes nations. Un autre problème qu'on doit confronter est les problèmes de notre système bancaire et notre système financier. C'est un gros débat au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va être l'avenir, le futur de nos institutions financières? Après la crise très grave de 2008 et après des crises de la dette souveraine en 2010, les institutions européennes ont décidé de mettre en place un ensemble de nouvelles règles pour essayer de réguler l'industrie bancaire dans la zone de l'Union européenne. Toutes ces règles et protocoles, ce cadre qu'on appelle l'union bancaire. Alors, cette union bancaire avait 3 piliers. Premier pilier, la supervision commune des grandes institutions financières, une instance de régulation. Le deuxième pilier, c'est les règles du bail-in, du renflouement intérieur, qui devrait donc intervenir à titre préventif ou dès qu'une crise arrive pour stabiliser et sauver les institutions financières. Et le troisième pilier, le dernier, sur lequel il y a toujours un désaccord, sur lequel on travaille, c'est un fonds de garantie commun à l'ensemble des pays, au moins de la zone euro. Ce nouveau cadre ne fonctionne pas bien parce que la plus grande erreur de ce système, c'est d'essayer de créer une régulation de la dette, une régulation qui va faire face, qui doit traiter une crise bancaire, alors qu'on ne fait rien pour créer des instruments et des outils pour prévenir l'explosion ou la création de ces crises financières. On veut traiter les conséquences et pas agir en amont sur les causes. Alors ces règles, en fait, ont ajouté des incertitudes et des insécurités dans le monde financier au lieu de rassurer les gens. Pas seulement les contribuables ne doivent pas seulement participer avec leurs impôts dans les fonds de résolution bancaire ou de renflouement avec l'argent du contribuable, mais en plus l'argent des déposants et des épargnants qui ont placé donc qui font des dépôts ou qui achètent des titres ou des actifs financiers, ils sont appelés à participer dans le renflouement des banques. Les hommes politiques en 2012, quand il y a eu l'accord sur l'union bancaire, ils ont promis qu'avec l'union bancaire, il n'y aura plus d'argent du contribuable qui serait mobilisé pour sauver les grandes banques en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? 3 ans après, il y a déjà 10 banques depuis qui ont été soi-disant sauvées. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas seulement on a utilisé l'argent du contribuable pour mobiliser dans ces programmes de résolution bancaire, mais également les gens ordinaires se sont vus confisquer leurs avoirs et leurs dépôts pour sauver ces institutions. En 2013, en Italie, il y avait 2 grands problèmes. La première, la fameuse crise de Banque des Patch de Sienne, la banque du Monte Charité de Sienne,
la banque la plus ancienne, la plus vieille du monde, qui agissait, qui a été copiée partout en Europe depuis cette date. Et ensuite, il y a eu deux banques régionales qui étaient très importantes dans des régions les plus industrialisées, les plus développées, en Vénétie, donc dans des régions industrielles très avancées. Donc la Banque populaire et une autre, deux banques vénitiennes qui ont été donc sauvées, entre guillemets, en 2017 par ces procédures de résolution bancaire. La résolution de ces deux banques, le coût a dépassé les 20 milliards de l'argent du contribuable ont été utilisés pour sauver ces deux banques. Et plus que 15 milliards d'euros de valeur des actionnaires et des dépôts ont été siphonnés, confisqués pour sauver ces banques. C'est clair que ce cadre ne peut pas être efficace, d'une part, pour assainir notre système financier ou de le rendre plus résilient ou plus efficace ou plus apte à soutenir l'économie réelle et pour le rendre capable d'investir plus dans l'économie réelle, les infrastructures ou de soutenir les citoyens européens lorsqu'ils lancent des entreprises ou des programmes de développement. On doit donc changer de cadre. La grande question est alors, sur laquelle on travaille et qui importe réellement pour l'avenir de l'Europe, c'est celle-là. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que c'est le meilleur cadre institutionnel, cette Union européenne, qu'on peut créer ou avoir pour faire face à ce problème important qui tombe sur la tête des citoyens européens aujourd'hui? Donc, si on voit ce qui est arrivé depuis 20 ans et ce que j'ai pu en comprendre depuis 4 ans que je suis au Parlement européen, ma réponse à cette question fondamentale est clairement non, parce que l'Union européenne aujourd'hui et les règles qui ont été acceptées par l'Union européenne, ça force les pays membres et les gouvernements, ça les rend incapables, nos gouvernements, de vraiment adresser les problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour relever, pour confronter ou avoir une alternative à la rhétorique « there is no alternative ». Qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative? Comment est-ce qu'on peut pas seulement montrer leur échec, mais de présenter une véritable alternative? Nous devons créer un nouveau cadre institutionnel qui peut commencer avec le cœur des démocraties européennes, le cœur des membres. Donc il faut redonner aux États membres des pouvoirs pour qu'ils puissent avoir les bonnes politiques capables de faire face aux crises qui arrivent. Donc il faut leur redonner la capacité d'avoir une politique monétaire souveraine, d'avoir la bonne politique fiscale de leur choix. C'est clair. L'idée qu'une politique qui peut être bonne pour tous, en fait, elle ne marche pas. La politique monétaire unique pour 19 pays différents, avec des règles monétaires identiques, alors qu'on a 19 pays qui ont des cycles économiques différents, ça ne peut pas marcher. Il faut une politique cousu main qui s'adapte, qui soit adaptée à chaque pays différent. L'Allemagne aurait besoin de taux d'intérêt plus élevés. Mais par exemple l'Italie et d'autres pays auraient besoin
aurait besoin d'une politique d'assouplissement quantitatif pour faire face. Donc, je vais conclure avec la question suivante. Le fait qu'il y a une règle unique pour l'ensemble des pays européens, une règle budgétaire, donc ça pénalise les investissements dans l'infrastructure, ça ne fera pas seulement l'Italie, mais également l'Allemagne. Les investissements dans les infrastructures sont bas. Depuis la crise financière, depuis 2008, rien n'a été fait pour remettre en état les infrastructures en Allemagne. En Europe, pour avoir une alternative à ce cadre de l'Union européenne qui échoue, nous devons mettre sur pied une autre Europe qui sera le pont entre les pays de l'Asie, les pays en voie de développement, les pays émergents, qui se lèvent et qui s'approchent, qui rejoignent le tête de peloton et les États-Unis. Voilà le rôle, voilà ce que l'Europe peut faire, d'être le pont entre ces deux pôles. Mais le défi, ce projet de défense commune en Europe, l'installation, le déploiement de troupes dans le cadre de l'OTAN sur les frontières avec la Russie, c'est pas une politique à poursuivre. Nous devons retrouver notre souveraineté. On doit redonner les pouvoirs aux États membres, pas seulement en termes de politique fiscale et monétaire, mais y compris sur le plan de la politique étrangère. Et nous devons coordonner tous les pays européens, la souveraineté, des concertés pour créer un scénario plus positif pour l'Europe et pour nos partenaires historiques hors de notre zone, la Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine, l'Afrique, l'Égypte et d'autres pays en voie de développement qui sont importants pour avoir une politique de gagnant-gagnant profitable aussi bien au peuple italien et européen, mais au reste du monde, et de créer du développement et des opportunités de développement dans des continents comme l'Afrique pour mettre fin des flux migratoires chaotiques. Je vous remercie beaucoup.